peut-être pour rebondir et rentrer dans le sujet, en fait, hyperdistribution, donc c'est le thème qui a été retenu. Il y a un autre éléphant dans la pièce qui est le mot de CTV, que tout le monde emploie, auquel on n'échappe pas dans une conversation professionnelle, sans que tout le monde mette toujours le même sens là-dessus. Peut-être un rapide tour de table. Qu'est-ce que pour vous, quel est le sens que vous mettez sous CTV, sous hyperdistribution, et potentiellement comment est-ce que vous positionnez sur comment vous le positionnez, disons, dans vos activités, dans votre stratégie. On va commencer par Vincent pour faire le lien avec Christian Bonbrun. Webedia, c'est de la production. Media One, c'est aussi au départ de la production. Je commence parce que je t'ai piqué ta place, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on met derrière le Connected TV, c'est ça ? CTV et hyperdistribution, parce que là encore, en étant assez rapide dans ce premier tour de table, on rentrera plus au fond ensuite. Mais parler, être sûr qu'on met le même sens sous les mots, ça aide aussi à se comprendre. En tout cas, il est évident que l'écran télé connecté a amené beaucoup d'opportunités en termes d'interactivité avec l'écran, de contenu auquel on peut accéder avec les apps, les phases qui se sont développées. Et pour moi, l'hyperdistribution, ça c'est un des axes, mais c'est effectivement le fait que quand on produit des contenus aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de les exploiter et qu'on a donc plein d'axes. Smart TV en étant un, mais évidemment avant il y avait les box, Internet. Je pense que ça c'est majeur en France. La télé hertzienne. Voilà, l'hyperdistribution, c'est le fait qu'on puisse consommer les contenus aujourd'hui de plein de manières différentes. Ok, Laurence, on va vous prendre dans l'ordre d'apparition sur les chaises. Pour nous, l'hyperdistribution, ça montre surtout qu'il y a une valeur énorme dans le contenu. On voit que tous les acteurs aujourd'hui, que ce soit les FAI, les Smart TV, les agrégateurs, les plateformes, se posent la question de comment on fait pour avoir du contenu de qualité et très bien financé. Donc pour nous, l'hyperdistribution, c'est synonyme d'opportunité. Et finalement, c'est toute la Connected TV qui permet ça aujourd'hui. J'allais dire, dans la Connected TV, vu de la fenêtre TF1, vous posez les frontières où, sachant que vous êtes à la fois dans les box, vous êtes sur les Smart TV, vous êtes dans les consoles de jeux. La stratégie de TF1+, ça a été d'être partout. On veut être partout. On est un acteur du gratuit. Pour un acteur du gratuit, la priorité, c'est le reach. On le sait, c'est la couverture, c'est le fait d'avoir beaucoup de gens devant sa télé. C'est ça qui génère de l'audience, c'est ça qui génère le financement des contenus derrière. Donc pour nous, il n'y a pas de limite là-dessus. Mathilde, pour le groupe M6. Alors, je vais apporter une précision par rapport à ce que disait Laurence. Donc, nous aussi, on veut être partout, mais dans la définition de Connected TV, là, je viserais exclusivement les téléconnectés qui sont utilisés sans la box. Enfin, c'est la définition que j'utilise, mais on veut être présent chez nos partenaires distributeurs au travers des box et également via notre plateforme M6+, sur les CTV. Et l'hyperdistribution, c'est bien sûr la volonté de mettre à disposition nos services et nos contenus partout où c'est possible et où ça répond à nos stratégies. Et une hyperdistribution poussée à l'extrême est quand même assise sur un modèle de gratuité. Et donc ça s'entend beaucoup pour nos chaînes TNT, par exemple, TNT gratuite. Et pour nos chaînes thématiques, il peut y avoir des petites réflexions un peu différentes. Voilà. Jean-Marc Juramy, le groupe Canal+. Oui. Pour nous, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, dans le sens où on a toujours cherché, ça commence à faire un petit moment que je suis là, à être accessible, disponible partout. Dès qu'il y a eu un support qui s'est créé, on a rendu l'offre payante de Canal accessible absolument partout sur des supports même qui aujourd'hui n'existent pas ou plus. Donc l'importance de l'hyperdistribution, elle est pour nous ancienne, et c'est extrêmement important qu'un consommateur puisse accéder à son contenu où il veut et quand il veut. Les Connected TV, ce qui est intéressant, c'est que, je vais reprendre un petit peu ce que disait Christian, on est en train de redécouvrir l'importance de la télé, du support télé. Et qu'on a beaucoup dit, imaginé que la télé allait disparaître, que le support allait être remplacé par les smartphones, les tablettes et quoi qu'est-ce. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous les acteurs, y compris les très gros acteurs mondiaux, n'ont qu'une obsession, prendre place sur la télé. Si vous regardez bien la stratégie de YouTube, il n'y a qu'un objectif. Télé, télé, télé. Et ça, c'est intéressant, mais c'est un peu effrayant aussi, parce qu'évidemment, c'est des gros acteurs qui arrivent.
Et ils veulent capter ce moment, ils veulent capter évidemment le marché publicitaire, évidemment ils veulent capter tout le temps de nos téléspectateurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un domaine qu'on connaît bien et sur lequel je pense qu'on va pouvoir résister assez fortement. Peut-être quand même pour rebondir et pour poursuivre, l'hyperdistribution, ça veut dire aussi une chaîne de valeur dans laquelle le distributeur finit par être parfois challengé par les services, les éditeurs qui distribuent, donc qui peuvent se distribuer eux-mêmes, par eux-mêmes, sur le web, sur les smart TV, etc. Donc il n'y a pas quand même un élément de menace à ce niveau-là ? Oui. Enfin, oui, dans le sens où, effectivement, une partie des éditeurs peuvent se distribuer tout seuls. On voit bien quand même que ça reste un métier et que la distribution, la gestion de clients, la gestion d'abonnements, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme on dit. Donc, voilà, je pense que c'est un métier et que même si on a accès au client, c'est pas pour ça que le client vous trouve et surtout, c'est pas pour ça qu'on sait le gérer, le client. Donc, c'est pas évident. C'est un danger, je suis d'accord, pour les distributeurs traditionnels. Comme toujours, la bonne façon de gérer ça, c'est de bien agréger, d'avoir les bonnes offres, d'avoir les bonnes propositions commerciales qui font qu'on a plus intérêt à passer par un distributeur qui agrège tous les éditeurs que par aller faire son pick and choose sur le marché. Antoine Chotard, Samsung, donc, qui a développé depuis une dizaine d'années maintenant, non, Samsung TV+. Un peu moins maintenant, on est sur 6-7 ans. Donc bonjour à tous et merci pour l'invitation. Clairement, c'est un métier. L'agrégation, la distribution. Chez Samsung, c'est un nouveau métier. Samsung Services est encore jeune. Nous, la vision qu'on a de la CTV, étant à la fois un constructeur de mobile et de télé, on peut faire le parallèle avec le mobile. Le mobile est devenu un smartphone. Pour nous, la télé est devenue la CTV. C'est ce qui permet la plateformisation de la télé. Ça se fait évidemment via les smart TV, mais ça se fait évidemment via les box en France. Et l'hyperdistribution répond à un problème, ou en tous les cas un constat sur notre marché, c'est l'hyperfragmentation. Et l'hyperdistribution est une réponse à l'hyperfragmentation des offres, et surtout l'hyperfragmentation des consommateurs et de la consommation. Et les moments de consommation, les utilisateurs, que ce soit au niveau individuel, au niveau foyer, sont différents. Et cette hyperdistribution permet de toucher ce point et d'y répondre. C'est une réponse. D'accord, donc d'une certaine manière, c'est une promesse de simplicité. Enfin, c'est le retour à une forme de simplicité. C'est tout le paradoxe. On parle de paradoxe du choix, on parle de la tech permet la simplification. Aujourd'hui, on est dans ce grand bougli-bougla où c'est tout sauf simple. Et donc l'hyperdistribution est un début de réponse vers cette simplification. Et je pense que notre rôle à tous, en tous les cas notre rôle chez Samsung étant une porte d'accès au contenu sur les smart TV, et avec l'édition de services comme Samsung TV+, évidemment, mais c'est d'apporter de la simplicité et d'écrire des réponses simples pour les utilisateurs, parce que nous, notre regard, il est tourné tous les jours vers les utilisateurs. On va terminer ce premier tour de table avec Cédric Monnier, qui dirige Ocast, donc qui est plus un enabler, à la fois partenaire technique et partenaire de monétisation, mais donc sur cette définition de l'hyperdistribution de la CTV. Bonjour à tous, merci de nous avoir aujourd'hui. Pour moi, l'hyperdistribution, c'est un challenge avant tout, parce qu'il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui d'accéder à une plateforme en distribution. YouTube, c'est très simple de créer sa chaîne et de mettre ses contenus. D'aller sur des plateformes comme Samsung, il y a des règles, il y a un minimum. Mais je veux dire, ça se fait, on le fait quotidiennement. Il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui sur la plateforme. Aller sur des plus gros agrégateurs, on peut y arriver. Il y a une vingtaine d'années, on faisait une chaîne satellite. Ça représentait quand même un budget très conséquent. Aujourd'hui, on est sur des budgets beaucoup plus raisonnables. Donc l'accessibilité est là. Mais pour moi, l'hyperdistribution amène un questionnement qui est peut-être sur l'hyperpersonnalisation. Parce que chacune de ces plateformes ont un ADN et une cible qui est différente. On ne met pas la même chose sur YouTube que ce qu'on met sur un Samsung ou que ce qu'on va mettre sur une grande plateforme.
Et ça amène aujourd'hui une vraie réflexion. Je vois avec beaucoup de nos clients, on a la chance et le privilège d'avoir un certain nombre de gens qui sont ici comme clients, que ce soit pour faire de l'OTT ou pour faire de la chaîne fast. À un moment, il va falloir, et ça a été l'ADN du groupe Canal depuis le début, c'est d'avoir vraiment une identité, quelque chose de différent qui va s'adapter à chacune des audiences. Donc l'hyperdistribution aujourd'hui, c'est comment j'adresse aussi bien YouTube, que j'adresse un Samsung, que j'adresse un grand groupe, et que j'adresse peut-être d'autres canaux. On parlait de Molotov tout à l'heure, ou d'autres plateformes, et des telcos. On a Bouygues Télécom, on a Free maintenant qui font du fast aussi. Est-ce que je mets la même chose partout, et vaille que vaille, ou est-ce que je m'adapte? Et derrière tout ça, on est en plus poussé aujourd'hui par donc, ce dont tu parlais, le CTV, le modèle qui aujourd'hui est en train de pousser tout le monde vers de la gratuité. Ce qui évidemment implique une économie assez différente de ce qu'on a pu faire, à la fois pour certaines chaînes thématiques, comme on le disait tout à l'heure, c'est un changement de paradigme, mais en même temps, c'est une facilité d'accès pour tout le monde, ce qui n'a plus le frein, on va dire, dans certains cas, d'un budget à mettre, d'un abonnement, de quoi que ce soit. Donc, je crois que Christian le disait tout à l'heure, c'est un moment clé aujourd'hui. On se cristallise tous sur la CTV, qui aujourd'hui veut pour moi plus dire gratuité que est-ce que c'est un téléviseur connecté en lui-même. On a dépassé ce stade. Alors pour être honnête, je réalisais il y a peu de temps que NPA aurait 25 ans l'an prochain et je pense que j'ai dans ma poche un trousseau de moments clés. Mais voilà. Et qu'on n'est jamais, on n'est pas encore au bout. Peut-être sur l'aspect structuration des offres, consommation, enfin modèle économique et usage. Et peut-être Jean-Marc pour poursuivre avec toi, on voit un marché qui, d'une certaine manière, s'écartèle entre du gratuit monétisé par la pub sur lequel on va chercher des audiences larges. D'une certaine manière, vous y participez avec TV+, enfin avec votre offre TV+, à 2 € par mois. Et ça va à l'autre extrémité jusqu'à Canal+, la totale, à 40 € actuellement pour le Black Friday. Donc je continue dans la logique cardio. Ruez-vous dessus. Oui. Mais comment à un moment on structure les offres en termes de répartition de la valeur proposée et puis comment on fait d'ailleurs que ça soit compris aussi par le public? Alors, avec le piratage en plus en toile de fond. Oui, ça il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même le pire ennemi de tout le monde. Nos offres aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'être présent sur toute la chaîne de valeur et qu'il faut parler au public à la fois en gratuit et en payant. Parce que c'est vrai que, on va dire, la manne de prospects rentre par le gratuit et encore une fois, c'est rien de nouveau, hein, ça existe depuis toujours, mais c'est par le gratuit qu'on va aller transformer des abonnés payants. Donc nous, notre stratégie aujourd'hui, elle évolue un peu. On a TV+, qui est une offre très accessible. On a même maintenant l'application Canal+, qui est accessible aux prospects gratuitement, avec des contenus qui sont accessibles gratuitement. Donc on peut rentrer dans l'ex MyCanal, dans l'app Canal+, gratuitement pour aller découvrir et consommer du contenu. Et évidemment, le tout étant le système ancestral de frustration pour donner envie de passer au payant. Et je pense que quelque part, la télé connectée et les fast channels et tout ça peuvent participer de ce phénomène, c'est-à-dire de commencer à donner goût aux thématiques, à des chaînes thématiques, à des produits gratuits, puis, si on ne fait pas trop mal nos métiers d'éditeurs payants, d'arriver à les faire transformer. Donc c'est pour ça qu'il y a pour nous aussi un axe peut-être intéressant, via la Connected TV, de montrer le savoir-faire des chaînes payantes, le savoir-faire des chaînes thématiques. Et là, il y aura peut-être quelque chose aussi à développer sur nos marques thématiques pour les montrer à un public gratuit, pour les amener un jour à passer au payant le plus rapidement possible. 40 € par mois, vraiment, ce n'est rien du tout. Donc, très sérieusement, je pense vraiment que cette nouvelle vitrine, on va dire, cette offre extrêmement large de contenu gratuit, qui est basée la plupart du temps sur des chaînes avec des marques. La chance qu'on a, c'est qu'on a, nous, des marques fortes, historiques, extrêmement puissantes. Et donc, je pense vraiment qu'on va utiliser
le segment des fast et cette hyper-distribution pour aller déployer aussi des marques qui étaient peut-être des marques payantes avant, mais qu'on va pouvoir décliner aussi sur du gratuit pour, toujours dans une optique, hein, on ne change pas de métier, mais de transformer ces abonnés, ces prospects en abonnés payants à terme, quel que soit leur RPU. Peut-être, Laurence et Mathilde, puisque vos groupes, historiquement, sont plutôt ancrés dans le gratuit, mais que vous avez, côté M6 et côté TF1, une activité d'édition aussi de chaînes thématiques payantes, et entre les deux, plus récemment, des développements vers le fast, le streaming gratuit. Donc à un moment, dans les stratégies des deux groupes, et là encore, c'est un peu la même question qu'à Jean-Marc, mais du point de vue de l'éditeur, qu'est-ce qui fait qu'on va construire des propositions de valeurs différentes et qu'à un moment, on est confortable pour continuer à proposer un service payant et en même temps à développer en parallèle une économie plus dans le gratuit. Vous n'avez pas de micro, donc ça va être Laurence qui va commencer. Tant pis pour vous. Je dirais que c'est tout le sujet. Je rejoins une idée qui a été partagée déjà, qui est que l'hyperdistribution est le corollaire d'une prolifération des contenus. Et toute la question, c'est comment on fait pour financer aujourd'hui autant de contenus. Donc cette question de se dire, on ne peut pas avoir la même stratégie pour du gratuit, pour des chaînes qui vivent d'un reach massif, et pour des chaînes chez nous thématiques qui vont vivre d'audience de cible, parce que forcément on met en place des propositions de contenu très thématisés. C'est une évidence pour nous, c'est-à-dire le financement de contenus thématisés, de qualité, coproduits, et le groupe TF1 continue à investir énormément dans ces chaînes documentaires. Son corollaire, c'est qu'on ait une proposition de valeur pour nos partenaires distributeurs et un financement qui permettent de continuer à financer. Donc, on va travailler différemment nos offres thématiques, quitte à travailler sur des écosystèmes de marques, et c'est ce qu'on fait avec notamment Ushuaïa aujourd'hui, c'est-à-dire on a la chaîne qui est distribuée dans une distribution plus sélective, donc on n'est pas dans de l'audience massive, on est sur une distribution sélective avec nos partenaires, et on fait en sorte d'apporter une proposition de valeur très forte en emmenant de l'inédit, de la coproduction chaque année avec des incarnants très forts. Ça, c'est un peu le précaré qu'on réserve à nos distributeurs qui acceptent de mettre de la valeur en face et de le valoriser auprès de ses abonnés. Et à côté de ça, on déploie un écosystème de marques. C'est-à-dire que sur Ushuaïa, on a pu avoir des tentatives pour valoriser la marque et la rendre plus visible et plus accessible pour le grand public. En ouvrant, historiquement, on avait une case sur TF1 le samedi matin. On a développé aussi une chaîne Fast qui également peut valoriser la marque, donc Ushuaïa for Change. Et surtout, aujourd'hui, on essaye d'accompagner les nouveaux usages avec une proposition SVOD autour de Ushuaïa. Donc, cette logique de se dire, il y a différents usages et il faut qu'on soit en capacité d'aller chercher les différents segments qui existent aujourd'hui sur la consommation, on l'a totalement autour de nos chaînes thématiques, mais il ne faut pas se leurrer. Pour pouvoir financer du contenu de qualité, il faut avoir une distribution sélective, et Canal en fait partie évidemment, ainsi que tous les autres FAI, qui permettent de financer ces premières fenêtres extrêmement importantes pour les chaînes documentaires. Alors, au cours des dernières années, et je crois qu'on pourrait parler presque en décennie, on est plutôt sur une pente orientée vers le bas en termes de recettes globales de distribution des chaînes thématiques. On va vers une stabilisation, le mouvement n'est pas encore interrompu. J'aimerais beaucoup qu'on aille vers une stabilisation. Si on regarde les rapports de l'Arcom, le marché a perdu 800 millions d'euros en 5 ans. Entre 2018 et 2023, on passe de 2,5 milliards à 1,7 milliard. C'est énorme. Se dire qu'aujourd'hui, le marché publicitaire télé peut absorber ça, c'est faux. Donc quand on se dit qu'il y a une migration des usages entre des chaînes thématiques et des chaînes fast, c'est absolument improbable. C'est-à-dire on ne financera pas 800 millions d'euros de plus avec des chaînes fast. Donc aujourd'hui, on espère tous que la valeur de la distribution va permettre à ces chaînes documentaires de continuer à exister et de continuer à exister longtemps, parce que c'est une partie très importante de notre écosystème. C'est une partie qui n'est moins visible sur les chaînes TNT classiques qui vivent de la publicité, parce qu'on va aller adresser des missions beaucoup plus sociétales. C'est ce que fait Ushuaïa, c'est ce que fait Histoire chez nous. Donc c'est extrêmement important de bien avoir cette vision-là. Tout ça ne peut pas être absorbé par la publicité. Alors, comme par un fait exprès, Jean-Marc Juramy a déjà saisi le micro, mais quand même avant, on va donner la parole à Mathilde. J'en profite d'ailleurs pour vous dire à vous 6 que vous êtes... sentez-vous libre à certains moments de me faire signe pour pouvoir réagir sur ce qui est en train d'être dit.
Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Laurence, bien entendu. Nous, quand on a travaillé les fasts chez M6, c'était vraiment dans une logique AVOD complète qui était complètement décorrélée de notre réflexion sur la stratégie de distribution de nos chaînes thématiques, si ce n'est que nous avions tout de même une petite angoisse de regarder le développement de ces fasts, comme c'est fait chez Samsung TV+, chez Free maintenant, et la concurrence qu'elle pourrait faire, le mal potentiel qu'elle pourrait faire à nos chaînes thématiques. Il se trouve que dans les expérimentations qu'on a faites autour de ces fasts, ça a confirmé ce que disait Laurence, c'est-à-dire que le modèle AVOD de chaînes fast ou même de chaînes plus traditionnelles ne permettra pas de soutenir le modèle économique que nos chaînes thématiques, Paris Première, Teva, Kanaji, Chigi, etc., dont elles ont besoin. La question, du coup, qu'on peut se dire, et là je rejoins beaucoup les propositions de Jean-Marc, serait que ces faces-là, peut-être des fenêtres complémentaires de nos chaînes thématiques, des espaces de rebond pour faire découvrir nos chaînes thématiques et aller sur un modèle payant. Merci Mathilde. Je vous propose, enfin, on va pas donner la parole à Vincent parce que chez Media One, vous avez forcément aussi le même sujet à un moment d'arbitrage sur un projet de chaîne donnée. Est-ce que ça peut devenir une FAST? Est-ce que ça peut devenir une chaîne payante? Est-ce que ça peut devenir potentiellement un service de SVOD, puisque vous en avez aussi aujourd'hui? Donc, enfin, comment ces arbitrages se construisent? Et puis après, on écoutera évidemment Cédric Monnier et puis les deux distributeurs du plateau. Donc, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit. C'est avec les FAST, du fait de l'accessibilité dont parlait Cédric, de la facilité de les faire, on peut faire du volume. On peut exploiter la long tail, on peut mettre beaucoup de programmes, mais on ne fait pas de la valeur comme on le fait avec les chaînes de Pay TV, où là, on demande aux gens de payer pour des offres. On a des distributeurs qui nous accompagnent, on les met en avant, on les éditorialise, on a des marques fortes qui soutiennent les programmes. Je pense que la différence, elle est là. Avec les FAST, on est sur du volume. Sur les chaînes, on est vraiment sur une proposition de valeur éditoriale qui est sensiblement différente, qui accompagne tout l'écosystème. Voilà, c'est les choix qu'on fait, ils sont évidemment là. C'est-à-dire que quand un catalogue est plus exploité en télé, par exemple, effectivement, on peut aussi l'offrir en face parce qu'il reste des gens quand même pour consommer ces contenus-là. Souvent qui sont portés même en mono IP par une seule marque qui reste encore à l'esprit des gens et qui peut encore être exploitée. Mais ça n'a rien à voir avec les programmes inédits dont on parlait, qu'on peut exploiter, qu'on peut pousser pour nos fans, qu'on touche à travers l'univers des chaînes thématiques. Et sur le chiffre de moins 800 millions, qui est un peu effrayant, que Laurence évoquait, du coup, dans la posture ou la stratégie plutôt de Media One, est-ce que vous pouvez arriver à avancer sur les deux fronts Alors évidemment, c'est ce qu'on cherche à faire. Déjà, on va chercher les téléspectateurs là où ils sont. Je pense que ça, c'est important. On parlait de l'hyperdistribution. Il y a une nouvelle opportunité. Les FAST arrivent, permettent d'avoir donc une autre consommation. On teste, on regarde ce que ça donne, on regarde les usages. Donc ça, c'est important aussi de trouver à chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité un levier de développement pour compenser effectivement cette baisse tendancielle sur l'univers de la Pay TV. Nous, on a été aussi beaucoup le chercher sur la publicité. Pour être très franc. Alors la publicité des chaînes thématiques, qui est encore un carrefour d'audience fort. Sur RTL9, on peut toucher plus de 400 000 personnes certains soirs en prime. Et donc ça nous permet effectivement d'aller chercher une sorte de relais de croissance pour nous en ayant, disons, un levier publicitaire plus fort qu'auparavant sur les revenus. Dans l'économie de vos chaînes, ça pèse combien aujourd'hui la pub? Alors, à la grosse. Non, je peux dire, je pense qu'on a déjà communiqué là-dessus. Historiquement, on était plutôt sur un 30-70 et moi, mon objectif, et on y est quasiment maintenant, c'est d'être plutôt à 50-50 par rapport aux redevances. Ce qui est un vrai mouvement. Oui, parce qu'il faut se réinventer. Clairement, c'est challenging, mais là encore, c'est les performances des chaînes sur des cibles bien identifiées. Le contexte est super important en publicité. On ne vend pas du tout la publicité de la même façon sur les FAST, qui ont d'autres atouts, qui permettent de cibler, qui permettent de toucher très précisément, et sur les chaînes thématiques où là, on peut vendre un carrefour d'audience dans un contexte très premium avec des productions originales. Alors, ça a fait une transition parfaite avec Cédric Monnier, puisque une des promesses d'Ocast, un des projets qui a été développé en France et à l'international dans un consortium européen, c'est de développer une capacité de monétisation. Donc c'est non seulement de l'insertion de pub au sens technique, mais j'imagine toute la capacité à gérer le ciblage, etc. en amont. Donc ça avait été annoncé, je crois, à peu près il y a 1 an lors des précédentes rencontres de l'Access. Ouais. 1 an plus tard, vous en êtes où? Alors juste avant de répondre à ta question, je reviens sur ce que disait Vincent.
Nous, aujourd'hui, on fabrique et ou distribue un peu plus de 200 chaînes fast, qui sont soit construites sur des séries, comme tu disais, entre autres les tiennes, Vincent, donc ce qu'on appelle du single IP, donc qui sont du fond de catalogue, comme tu disais, qu'on fait revivre et renaître à l'écran. Et après, des chaînes qui sont thématiques en elles-mêmes. On fait les chaînes de l'INA, par exemple, qui sont des mélanges de différentes choses, mais avec un thème. Et très clairement, avec plus de 3 ans et demi de recul, effectivement, c'est un business incrémental. C'est un atout en termes de revenus, un ajout. Ça, c'est absolument pas comparable, comme on disait avant, avec ce qu'on fait sur une chaîne thématique payante, etc. C'est pas du tout la même économie. Par contre, nous, on fait certaines de ces chaînes qui sont liées aussi à des plateformes OTT, et on a mesuré l'effet de génération de leads entre ce qui se passe sur le grand écran à un moment, disons sur une Samsung TV par exemple, je regarde une des chaînes de Media One, et ce que ça peut rapporter vers justement une des plateformes OTT qui sont liées. Donc il y a un revenu incrémental publicitaire que l'on peut améliorer, j'y viens, mais avant tout c'est un business qui permet de capturer une certaine audience, et quand la chaîne a compris ça quelque part, va permettre de rerouter une partie de ce trafic vers un autre endroit sur lequel on peut faire probablement une monétisation plus intéressante, ou au moins en tout cas de la visibilité plus intéressante. Très clairement, je pense qu'on ne sera jamais comme aux États-Unis, où on voit, nous on a des chaînes là-bas où le revenu est très conséquent. Je ne vais pas revenir sur l'Europe, etc. On sait que ça ne sera pas ça. Alors après, pour améliorer sur le sujet FAST, comme tu disais, on avait parlé l'année dernière d'un projet européen qu'on a lancé avec Impressa, qui est un groupe au Portugal, avec Titan OS, qui est un OS dans les téléconnectés, et avec Broadpeak, qui est un partenaire de distribution aujourd'hui technique, où l'idée était de dire on fait des chaînes fast avec donc des coupures pub régulières, donc ça ressemble beaucoup à une chaîne broadcast quelque part, sauf que la mécanique d'insertion publicitaire en elle-même est complètement différente, parce que techniquement c'est fait à la volée, on va dire, en temps réel, et on le voit bien aujourd'hui, entre l'offre, l'inventaire qu'on a et ce qui est vendu, il y a un delta, et ça s'améliore, mais on n'en est pas encore là. Et on arrive à se retrouver à regarder une chaîne face, à regarder parfois, alors je vais forcir le trait, ne m'en voulez pas, parfois avoir peut-être plus de publicité qui sont des bandes annonces parce qu'il n'y a pas de publicité que du contenu lui-même. Et donc on a lancé un projet européen où on disait peut-être en fait que s'il n'y a pas de publicité à un moment donné, il ne faut pas interrompre le contenu, il faut continuer à regarder ma série que j'aime et ne mettre de la publicité que quand il y en a. Et donc on a lancé ce groupe de travail dans lequel aujourd'hui d'autres personnes nous ont rejoints, qui est de dire on ne va interrompre un contenu que s'il y a de la publicité. Et on ne va même pas l'interrompre, en fait, on va, alors je pense que vous êtes plus ou moins tous familiers maintenant avec ce qu'on appelle les L-shapes, où en fait on va déplacer la vidéo dans l'écran pour créer un espace publicitaire, et on va mettre sur cet espace publicitaire donc des images qui représentent de la publicité. Et donc, depuis l'année dernière, on a déployé le système. On l'a testé en France avec Bouygues Telecom sur leur offre Fast. On l'a testé au Portugal avec Impressa. On l'a testé en Espagne avec Titan OS sur à peu près une quarantaine de chaînes, donc avec une programmation un petit peu différente, puisque techniquement, il n'y a plus d'interruption en elle-même. Et on a eu vraiment des retours extrêmement positifs sur 2 points. Le premier, c'est sur le revenu publicitaire. Il y en avait moins, mais était de meilleure qualité. Et deuxièmement, sur l'appréciation générale et le temps, donc la durée des sessions de visualisation. Mécaniquement, je ne suis pas interrompu pendant ma série, donc je regarde plus longtemps, mais la notoriété, l'appréciation générale de la chaîne était meilleure, parce que justement, n'était pas interrompue, et quand il y avait de la pub, finalement, elle était beaucoup moins intrusive. Moins de publicité, mais de meilleure qualité, ça veut dire vendu à un CPM supérieur, c'est ça? Oui, clairement. Merci beaucoup. Quel pourcentage, d'ailleurs, il y a d'augmentation, d'amélioration des CPM? Alors, on était à quasiment plus de 30 à 40%. Alors, on n'a pas assez de recul pour dire généraliser, mais typiquement, donc c'est une techno qu'on maintenant généralise sur toutes nos plateformes et sur toutes les chaînes que l'on a. On verra l'année prochaine, par exemple, on va lancer Local TV avec une quarantaine de chaînes de Local TV qui sont aussi des chaînes thématiques, et le système sera par là actif par défaut. Et là, on verra. Donc plus 40% quand on passe au L-shape. Je pense que c'est intéressant à garder en tête. Antoine, et puis donc la parole au distributeur. Antoine, puis Jean-Marc.
On parle beaucoup de fast. En fait, on parle surtout de gratuit et de payant, et de complémentarité de ce gratuit et de ce payant. Je vais reprendre ce que Christian Morin disait. La télé n'est pas morte, le linéaire n'est pas mort, et le fast, c'est ces nouvelles offres thématiques gratuites dans des nouveaux écosystèmes. D'abord la Smart TV, et maintenant chez les FAI. Chez Samsung, la manière dont on voit les choses, c'est offrir la meilleure offre avec la promesse d'une certaine simplicité, c'est le but, pour nos utilisateurs sur nos télés. Le fast, Samsung TV+, n'est qu'une partie d'un tout. Ce tout, c'est l'expérience télévisuelle, apportée par du gratuit et du payant, via majoritairement de l'applicatif. Plus de 50% des usages sur les Smart TV Samsung se fait en streaming. Donc c'est la plateformisation de la télé. Et cet usage, il se fait sur notre service Samsung TV+, mais sur les services aussi de tous nos partenaires, qui sont ici majoritairement autour de cette table. Et donc ce qu'on veut proposer, c'est à la fois des offres gratuites en premier niveau, que ce soit du fast ou de la télé classique sur Samsung TV+. Oui, majoritairement, vous avez du fast. Majoritairement, c'est une offre linéaire multithématique. Mais vous avez aussi des chaînes de télé broadcast. Ce que nous, dans notre jargon, on va appeler broadfast, parce que la pub est vendue au CPM, parce qu'on a tous les attraits du digital qui sont associés à la force du broadcast, et on est toujours dans une promesse gratuite. Mais ça vient, c'est pas en opposition, c'est complémentaire avec les offres payantes, avec la montée en gamme qu'on peut retrouver chez nos partenaires distribués sur leurs applications. Un TF1+, un MyCanal, ou Canal+, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, le Canal+. C'est ça notre promesse et notre objectif. Donc voilà, on y travaille. Jean-Marc, dans cet écosystème où à la fois il y a moins d'argent pour rémunérer des chaînes thématiques, où il y a une sorte d'aspiration de la ressource vers la publicité pour les chaînes thématiques classiques, mais aussi pour les chaînes fast, etc. Enfin bref, donc le rôle et la stratégie du distributeur leader. Le distributeur leader, à la différence de beaucoup d'autres, c'est qu'il a l'habitude de donner beaucoup d'argent pour avoir les chaînes. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Parce qu'on a à peu près le même métier, mais on n'a pas exactement les mêmes pratiques commerciales, toute amitié. Mais nous, on a tendance à financer les chaînes que nous distribuons, pas de les faire payer pour qu'elles soient distribuées. Donc, il y a quand même une différence d'aspect. Et donc, oui, il y a de la destruction de valeur. Je sais que c'est pas systématique. Je me permets juste sur le gratuit, on ne fait pas payer. Non, je sais, mais ça arrive. En tout cas, le financement est plus compliqué. Mais vous payez pas non plus la distribution. Il nous reste 12 minutes. Les modèles sont variés, on va dire. Donc il y a plusieurs modèles sur la table, clairement. Je parle du gratuit. On parle du gratuit. Après, ce qu'on crée aussi, on parle d'écosystème. Le but, c'est créer un écosystème qui va créer de la valeur. J'en reviens au point du financement des contenus, de permettre aux acteurs vertueux de continuer d'être vertueux, d'avoir une chance et donner la force au local. Moi, je vais prêcher juste pour ma paroisse Samsung TV+. Il y a évidemment un écosystème plus large qui est l'écosystème Samsung auquel tu fais référence, mais chez Samsung TV+, ce qu'on crée, c'est des nouvelles lignes de business, un nouvel écosystème qui permet à des acteurs existants, majoritairement locaux, plus de 50% des chaînes qui sont distribuées sur Samsung TV+ France sont éditées par des acteurs français, et de permettre à ces acteurs-là d'avoir un relais de croissance. Je suis d'accord, ça reste une économie en construction, mais c'est, comme le disait Cédric, la partie d'un tout. Et nous ne sommes juste qu'une brique dans l'ensemble des éléments. Et juste, le but, c'est effectivement permettre à ces acteurs existants de trouver une économie en gratuit, en streaming gratuit linéaire via Samsung TV+, en France et à l'étranger. France 24, on distribue dans 10 territoires dans le monde. Le Webedia, comme le disait Christian, on a un partenariat où on a 20 chaînes, 10 en France, 10 à l'international. Donc c'est aussi faire rayonner la culture française, les acteurs français, à l'international. C'est aussi ça notre rôle.
Je suis totalement d'accord. Je réagissais juste par rapport à la problématique des chaînes thématiques françaises qui se plaignent, d'ailleurs à juste titre, de baisse de rémunération de la part des distributeurs. Et puis quand ils disent les distributeurs, ça me fait toujours marrer parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui payent, donc c'est souvent nous. Évidemment, la rémunération baisse, mais c'est le fruit de ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que la valeur, point de vue abonné aujourd'hui, de chaînes qui sont accessibles partout, gratuitement, et qui sont hyper distribués, évidemment que moi, mes abonnés me disent je ne vais pas payer pour ça. Et donc, je reflète uniquement la valeur perçue. Donc, le problème des FAST et le problème du gratuit et le problème du modèle publicitaire, mais que vous avez tous, c'est que ça ne finance pas le contenu. On n'arrive pas à financer le contenu. Et donc, on a besoin du paiement de l'abonnement de nos abonnés pour le financer. Le problème, c'est que on s'auto-tire une balle dans le pied des fois en se mettant partout et en distillant un peu la valeur. Et donc, c'est pour ça que je dis, les FAST ne peuvent être qu'une vitrine du payant. Si c'est un modèle unique, ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas le modèle publicitaire ne permettra pas de financer la création, ne permettra pas de financer le contenu. Donc le seul truc qui nous reste, c'est d'arriver à faire de cette hyper-distribution et de ces nouveaux outils que j'appelle de mes voeux, et encore une fois, le fait d'être présent sur les CTV, c'est extrêmement important. Mais il faut que ce soit un tremplin vers un modèle payant qui finance la création. Donc encore une fois, on en est très loin. Et Canal, en tant que gros distributeur, ne pourra pas continuer à financer ce qu'il finançait avant, partant du principe qu'on doit se battre aussi sur tous les autres fronts, y compris celui d'arriver à distribuer sur les téléconnectés, les Samsung, les autres. Et ça se fait aussi par un modèle économique, là pour le coup, plus payant. Du coup, et là-dessus, je pense que ça vaudra peut-être la peine de vous faire réagir tous, une fois que les tonnerres d'applaudissements se seront tus. Deux points que tu dis effectivement, enfin, sur le principe, tout le monde est d'accord du schéma vertueux dans lequel il y aurait une tête de gondole et puis gratuite et puis derrière qui permet de financer du payant. Où est-ce qu'on met la barre? Enfin, comment est-ce que ça se mesure presque au quotidien en termes encore une fois, de valeur du produit, etc. Pour dire ce partage des rôles est bien respecté. Finalement, le gratuit sert bien aussi, sert d'aspirateur aux payants. Puis la deuxième chose, on n'en a pas parlé, mais quand même, l'arrivée des chaînes FAST dans le plan de service de Free, ça existait chez les telcos ailleurs qu'en France jusque-là, déjà, mais c'était la première fois en France. Et à un moment, avec la question quand même de se dire, est-ce que c'est en plus ou est-ce que c'est à la place? Je pose vraiment la question. Je vous la pose à tous. Moi, je suis candide, je pose la question, c'est tout. Je ne sais pas celui de... Laurence, vous avez déjà le micro en main. Donc, à la fois sur ce côté limite entre, encore une fois, le teasing bien organisé, enfin la tête de gondole, disons, bien agencée, et puis sur ce côté free et l'évolution de la place des FAST chez les telcos. Alors, moi, j'ai deux remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. La première, c'est les échelles ne sont pas les mêmes. Et par nature, elles ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire, une chaîne comme Histoire ou une chaîne comme Ushuaïa, c'est des chaînes qui vivent, encore une fois, d'audience de niche. La publicité télé, en tout cas, c'est des audiences massives. Donc, dans tous les cas, les échelles de financement ne seraient pas du tout les mêmes. Donc, on ne finance pas le contenu d'une chaîne documentaire avec la publicité. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Pour revenir à la question de la contribution au financement et à cette idée qu'il y aurait une forme de seconde exploitation sur les FAST, il faut avoir en tête quand même que pour investir dans le contenu, une chaîne, elle doit être garantie de son financement quelque part. C'est-à-dire qu'elle doit avoir de la visibilité sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour préfinancer. Tout l'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire se dire, il faut qu'une chaîne puisse se donner des perspectives, sinon mécaniquement elle ne peut plus investir. Donc se baser seulement sur un modèle de FAST où en fait c'est la publicité qui vient a posteriori financer une toute petite partie de ce contenu-là, ça ne peut pas marcher. Il y a une visibilité ex ante qui doit avoir lieu pour pouvoir financer, pour créer un modèle vertueux. Donc les échelles n'ont rien à voir, les temporalités n'ont rien à voir non plus.
Ok, on va faire ce tour de table et je vois il nous reste 6 minutes et demie, donc ça va être, si vous avez un message à passer, ça va être le bon moment parce qu'après, malheureusement, on devra aller vers la conclusion. Donc je vous rends la parole quelques secondes, Laurence, parce que je n'avais pas fait cette précision, puis après on pourra continuer du message clé, du key takeaway pour parler en français. Je vais revenir sur ce que j'ai dit au départ. Chez TF1, il y a 2 grands métiers. Il y a le métier du gratuit, évidemment, qui est prédominant et sur lequel, aujourd'hui, on est dans des logiques où on se dit qu'on doit être présent partout. Et d'ailleurs, ça a toujours été la vocation historique des chaînes TNT qui devraient couvrir l'intégralité du territoire. Donc là-dessus, on va aller chercher des reach massifs, mais on a la même contrainte, sous réserve que la monétisation soit là. C'est-à-dire, quand un groupe comme TF1 se déploie chez un certain nombre de partenaires, il faut que les conditions de monétisation soient au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on puisse puber correctement nos contenus et que la valeur de ce contenu soit reconnue. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand on parle des chaînes thématiques et de nos activités dans le payant, là vraiment, la question du financement, elle est encore plus clé quand on regarde les questions de distribution, c'est-à-dire pour faire vivre des chaînes thématiques et faire vivre cet écosystème, il est indispensable de retrouver des marges de financement, notamment principalement via la distribution. Donc on peut diversifier nos modèles et je suis ravie de voir que l'écosystème se diversifie et qu'il valorise toujours autant le contenu parce qu'à la fin c'est ça, c'est que le contenu est demandé partout, tout le monde vit du contenu, mais il faut que ce contenu soit financé correctement. Vincent ? Moi, je pense qu'on l'a dit un peu tout au long de ce débat, il faut qu'on s'adapte aux usages déjà. Ils se développent, ils se diversifient, il faut aller expérimenter. Moi, je suis quand même ravi que le Chaîne-Fast intègre la box free. Je pense que dans l'environnement, ça fait partie d'un truc intéressant à tester. Mais la proposition de valeur n'est pas la même, c'est ce que j'expliquais. Les chaînes thématiques doivent garder cette identité qu'elles ont. Il y a toute l'histoire aussi qui travaille très bien sur cette thématique, par exemple, et qui propose aux fans de documentaires historiques une expérience qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut retrouver par ailleurs et justifie aussi qu'on paye pour le contenu. C'est là-dessus qu'on est en phase, je pense, avec Jean-Marc, avec aussi Free, Orange, SFR, Bouygues, qui nous accompagnent depuis de longues années et qui nous permettent de monétiser nos chaînes de cette façon-là. Je pense que c'est ça qu'on doit faire. Cédric ? Je vais revenir sur le titre de la keynote qui était, de la table ronde, qui était l'hyperdistribution. Je pense qu'aujourd'hui, il est effectivement essentiel d'embrasser la partie gratuite parce que le mouvement de fond, il est là, quoi qu'il arrive. Donc toute résistance est futile d'une certaine manière. Mais il faut peut-être, comme tu le disais, il faut ajuster sa proposition de valeur. Et après, il faut peut-être aussi se reprendre en main par rapport à nos fonds de sujets qui est les chaînes thématiques, sur la distribution. Je vais faire, alors mon sujet, tu le connais, mon sujet préféré, parce qu'il est récent, mais je pense qu'il est assez intéressant à mettre en exergue ici. Quand on regarde toutes les chaînes de télévision locales, qui sont dans à peu près les mêmes situations aujourd'hui, et d'audience et de revenus qu'un certain nombre de chaînes thématiques, et qui voient les mêmes problématiques, ainsi que l'accès à l'audience, qui ont décidé, à travers Local TV, de se prendre en main et de créer leur propre réseau de distribution, de mettre en commun à la fois des capacités techniques, ça c'est pour évidemment la rentabilité de base, mais surtout de mettre ensemble un catalogue commun et de faire circuler les contenus entre les bassins d'audience, car là on parle de niche, là, c'est ultra niche évidemment, parce qu'on parle de département, voire de ville, et de pouvoir sortir une plateforme qui sera gratuite, parce que c'est le seul modèle qui va fonctionner avec de la publicité évidemment, et qui sera sur à peu près, je pense, ça sera sur Samsung, ça sera sur le mobile, ça sera sur Internet, ça sera à peu près partout. Et donc, c'est cette côté de reprendre en main et le catalogue et du coup de le personnaliser après. Donc, il y a un angle évident qui est la géographie parce que c'est inhérent à leur Cédric, peut-être proposition. sans refaire tout Oui. l'ensemble du projet. Sur le message clé, donc Local TV, en tout cas, une opportunité nouvelle. Mais c'est un exemple juste de prendre le gratuit et de reprendre en main cette distribution. Merci beaucoup. Mathilde ? Alors l'hyperdistribution pour les chaînes thématiques, moi je conclurai en disant que c'est pas un mirage, mais c'est pas non plus un Eldorado. Ce qui est certain, je rejoins complètement Laurent, c'est que pour financer nos chaînes thématiques et garder la qualité de nos chaînes thématiques aujourd'hui, on a besoin de partenariats solides avec nos distributeurs. Donc, qui ne pourra pas être
compensée par de l'hyperdistribution. Néanmoins, cette hyperdistribution peut peut-être nous aider à aller chercher d'autres sources, des petites cerises sur le gâteau et peut-être des moyens aussi de faire la promotion de nos chaînes thématiques. Et puis, tu posais la question, Philippe, de savoir comment on suivrait ça. Ça, je pense que ça se travaille, ça s'expérimente. Le seul moyen de voir, c'est d'expérimenter, de travailler avec ça. Moi, de manière générale, je reste assez anxieuse sur l'hyperdistribution et la gratuité de ces chaînes pour mes chaînes thématiques, mais je ne suis pas fermée. Je pense qu'il faut qu'on construise quelque chose de nouveau avec nos partenaires aussi. Merci beaucoup. Antoine ? Juste un mot pour dire que nous, on travaille en partenariat, évidemment avec des acteurs globaux, mais de plus en plus avec des acteurs locaux, en France, avec les acteurs français. On pense d'abord à l'utilisateur, et ce qu'on veut apporter à nos partenaires, c'est du reach incrémental sur le gratuit et de la capacité à toucher des nouveaux abonnés dans les nouveaux écosystèmes que représente la Smart TV. Ça se fait au niveau applicatif, ça se fait via les applications de nos partenaires, je le redis, les broadcasters, Canal, les FAI qui apportent leurs applications sur la Smart TV. Et la manière dont on voit les choses, donc c'est en partenariat et pas en opposition. C'est pas le gratuit contre le payant, c'est le gratuit et le payant. On vit pas dans un monde où c'est ou, on vit dans un monde où c'est et. Et c'est ça qu'on veut construire. Jean-Marc, tu avais l'air d'approuver. Complètement. D'ailleurs, c'est ce que fait Canal depuis des années, c'est le gratuit et le payant ensemble, parce que c'est ce que consomment les abonnés de façon indifférenciée. Ils passent de l'un à l'autre sans problème. Non, peut-être la seule chose, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut je pense qu'on est au début, moment clé, de la bataille de l'écran télé, et que ça va se jouer, ça va être compliqué. Ce qui se joue, c'est l'accès à la télé. Je pense qu'on est ici dans cette belle maison qui a fait un partenariat avec un grand acteur américain et où il y en a d'autres, où on voit bien qu'il y a des acteurs globaux qui veulent devenir la télé. Et donc, je pense qu'on a besoin de garder un certain contrôle. Je crois qu'il y a le régulateur pas loin. Je pense qu'on a besoin de garder le contrôle sur comment on entre dans la télé. Si la télé devient une touche sur la télécommande, Samsung bien sûr, la télé, mais si sur sa télé Samsung, on rentre par la télé en appuyant sur la touche Netflix et que c'est de là que ça se passe, je pense qu'on a tous de gros soucis à se faire, et assez vite. C'était une note d'optimisme pour finir. Et accessoirement, peut-être un teasing pour Martin Ajdari qui terminera la matinée sur l'état d'avancement de mise en œuvre de délibération de l'Arcom sur les services d'intérêt généraux qui ont fêté leur premier anniversaire le 25 septembre dernier, avec une mise en œuvre qui n'est pas négligeable. Voilà, et je pense que vos sourires montrent que vous avez apprécié. Merci beaucoup à vous six. Merci.